Bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour un nouveau numéro de décryptage sur Néod Info au Mali. Le président de la transition, Assimi Goïta, a suspendu la cérémonie commémorative de la fête de l'indépendance du pays prévue le 22 septembre prochain. C'est une décision qui fait suite à une récente série macabre d'attaques terroristes perpétrées contre les populations civiles et les éléments de forces de défense et de sécurité maliennes. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Il n'y aura donc pas de fête pour la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance au Mali cette année. Oui, tout à fait. Et il faut dire que la décision se comprend. Moi, je considère que c'est une très bonne décision dans la situation actuelle. Ce mois de septembre a été un mois difficile pour les populations maliennes en termes d'attaques, en termes de victimes, aussi bien au niveau des populations civiles qu'au niveau des FAMA, des militaires maliens. Vouloir à cette occasion commémorer l'indépendance, ça se comprend. Faire la fête, ce n'est pas sûr que cela va pouvoir être compris. Donc je crois que l'atmosphère, ils avaient déjà fait 3 jours de deuil national. De façon générale, le principe, c'est que le deuil national est contraire à la fête, à l'esprit folklore, etc. Malheureusement, le nombre de morts est important et les attaques sont en train de continuer, surtout dans la partie nord. Je crois que c'est une très bonne décision que de surseoir à cet aspect festif de la commémoration pour se contenter d'une commémoration qui sera sobre, d'autant qu'ils décident de prendre les moyens de les mettre à la disposition des victimes. Je me dis que c'est un geste également qui est extrêmement important, mais il faudrait penser à toutes les victimes, pas seulement aux victimes du mois de septembre. Et comme je l'ai dit tout le temps, penser surtout aux militaires, aux familles des militaires, parce qu'on l'oublie souvent, c'est ceux-là qui sont chargés d'assurer notre sécurité. Donc il est important que quand ils tombent, qu'on montre à ces gens que nous reconnaissons l'effort qui a été fourni pour la nation. Et justement, vis-à-vis de la population malienne, que peut symboliser cette décision de surseoir les festivités? Ça doit permettre aux populations maliennes de savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. L'armée était montée en puissance. Ça fait quelque temps quand même qu'on n'avait pas vu des attaques comme on le voit actuellement. Mais sous cet angle, on aurait pu célébrer l'armée malienne le jour de l'indépendance. Les populations auraient pu également s'associer à l'armée malienne de façon festive en considérant qu'il y a une reconquête du territoire qui est en train de se faire avec une armée qui part de plus en plus à l'offensive, contrairement à ce qui était là auparavant où c'est l'armée elle-même qui était attaquée, qui avait du mal même à poursuivre les assaillants des groupes armés terroristes. Mais il se trouve que avec ce mois de septembre, il y a eu des attaques très dures parce qu'il faut le dire. Elles sont répétitives en plus. Tombouctou est sous blocus jusqu'à présent. Bon, quand on dit on organise la fête, les populations qui sont en situation de difficulté, les parents de ces populations qui s'inquiètent par rapport à la sécurité de ces populations ne comprendraient pas qu'une partie du Mali veuille faire la fête alors qu'une autre partie du Mali est dans la difficulté et parfois même dans le deuil. Et justement, pour revenir sur la situation actuelle au Nord Mali qui a donc entraîné la prise de cette décision, quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce qui se passe concrètement au Nord Mali? La situation est difficile puisque cette partie Nord Mali, c'est la partie où jusqu'à présent l'État malien ne parvient pas à maîtriser ce territoire. N'oublions pas que c'est là où se trouvaient les camps français. Quand les Français sont partis, les camps ont été remis à l'armée malienne. Cela n'a véritablement pas posé de problème. Ça pose problème actuellement parce que le Mali a réclamé le départ de la MINUSMA. La MINUSMA est en train de partir et de mettre les camps à la disposition de l'État malien, ce qui est logique, puisque la MINUSMA, son interlocuteur, c'est l'État malien. Il se trouve que la CMA, la coalition des mouvements Touareg de façon générale, il y a quand même des mouvements qui ne sont pas Touareg dedans, disent que quand la MINUSMA s'est installée, à l'époque, la MINUSMA s'est installée dans des zones qui étaient sous la domination Touareg, pas sous l'emprise de l'armée malienne. Et ils disent qu'ils avaient eu des arrangements avec la MINUSMA, de sorte qu'ils contestent le fait qu'on remette les camps à l'armée malienne quand ces camps se trouvent dans ces zones
qui étaient sous leur contrôle au moment où ils ont accepté l'installation des camps de la MINUSMA. Bon, ça peut se défendre en tant que groupe armé qui se trouve dans cette partie du Mali, mais ça ne peut pas se comprendre d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue politique. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que la MINUSMA va prendre des bases, remettre à un mouvement qui est un mouvement irrédentiste dont certains réclament l'indépendance, d'autres réclament une décentralisation de façon plus forte? Ça ne peut pas être le rôle des Nations Unies. Malheureusement, eux, ils insistent sur ça en considérant que l'installation de l'armée malienne va leur donner des points d'appui à l'intérieur de zones qu'eux-mêmes contrôlaient. C'est lié également à la période, puisque je me demande si on peut encore parler des accords d'Alger. Puisqu'avec les accords d'Alger, il y avait un cessez-le-feu, il y avait un accord qui faisait que dans ces zones, il devait y avoir des troupes mixtes, l'armée malienne plus les groupes Touareg, pour assurer la sécurité, etc. C'est vrai que l'accord d'Alger n'est jamais allé jusqu'à son terme. Il y a plein de choses dedans qui n'ont pas réussi. Mais tous ces éléments font que, avec le départ de la MINUSMA, la crise qui existait entre le pouvoir malien et les mouvements Touareg, cette crise n'a fait que s'accentuer. Ça a commencé d'ailleurs même avant le départ, puisque, rappelez-vous, ils ont été contre le texte de la Constitution parce qu'ils avaient proposé que pour que la décentralisation soit réelle, s'il faut mettre un gouverneur en place, que le gouverneur soit élu de façon locale au suffrage universel, qu'il ne soit pas désigné par l'administration centrale. Ils n'avaient pas obtenu cela. Oui. La conséquence, ils ont refusé catégoriquement que le référendum se déroule dans les zones qu'ils contrôlent et effectivement, ils ont empêché le référendum dans ces zones. Maintenant, le départ de la MINUSMA a entraîné finalement un affrontement militaire entre les forces armées du Mali et ces groupes armés Touareg. Et malheureusement, il y a eu des morts. Pendant la même période, vous avez également les groupes armés terroristes, en particulier le GSIM, qui veulent en profiter, qui ont attaqué aussi bien les forces maliennes que même les forces de la MINUSMA qui quittaient les lieux. Ça fait que le nombre de morts, les déplacements de population, Tombouctou, qui, comme je le disais tout à l'heure, est jusqu'à présent sous blocus, le bateau Tombouctou qui a été attaqué. Certains journaux maliens parlent même d'une centaine de morts à la place du chiffre qui a été donné de façon officielle. Vous avez eu les affrontements également à Ber, qui était un des camps qui a été libéré. À Gao, à Bourem également, il y a eu des affrontements. Bon, ça veut dire que dans cette zone actuellement, on a une véritable instabilité. Et effectivement, dans ces conditions... Des attaques qui se sont déroulées sur plusieurs jours dans la semaine. Est-ce qu'on fait face à une sorte de guerre de sécession et est-ce que le départ des forces étrangères a un peu favorisé ce climat actuel? Il ne faut pas oublier que cette partie du Mali est la partie la plus vaste du Mali. Ça fait plus de 70% du territoire. Circonscrire ce territoire avec des militaires n'est pas facile. Quand on prend la MINUSMA, c'est pratiquement 15 000 hommes. Quoi qu'on dise bien que ce n'étaient pas des forces qui étaient venues pour aller au combat par rapport aux groupes armés terroristes, leur présence quelque part participait à la sécurisation des populations. Maintenant, où trouver autant d'hommes pour venir prendre la place de la MINUSMA, c'est un problème. Ça, objectivement, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est un problème. D'autant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la MINUSMA s'est installée parfois avec des accords avec ces groupes Touareg, par exemple, qui considéraient qu'ils dominent cette zone. Bon, il faut rappeler que ce sont ces Touaregs d'ailleurs qui ont commencé ce mouvement dans cette zone, qui avaient chassé l'armée malienne, puisque c'est ça l'histoire, c'est ça la réalité, avant d'être chassés eux-mêmes par les groupes armés terroristes. Donc ces Touaregs étaient déjà dans cet espace, et comme je l'ai dit, certains veulent qu'on crée cette république Azawad, comme on l'appelle. D'autres avaient accepté qu'on aille vers une décentralisation de façon plus forte. Mais ce départ de la MINUSMA, cette crise qu'il y avait par rapport à l'accord d'Alger, où on ne s'entendait plus déjà sur qu'est-ce qu'on fait avec l'accord d'Alger, aujourd'hui, c'est les armes qui parlent. Et c'est vraiment dommage parce que pour le Mali, c'est un adversaire qui était là, mais qui devient carrément un combattant qu'on a en face, qui s'ajoute à l'État islamique, qui s'ajoute à EIGS, État islamique dans le Grand Sahel. Et vu la situation actuelle, Mamadou Diouf, est-ce que les accords d'Alger doivent être rediscutés? Il fallait le faire avant, parce que dans la presse malienne, ce qui est intéressant, depuis fort longtemps, les gens ont tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois, en constatant que les accords étaient en train de voler, tout simplement.
il fallait faire quelque chose pour que les gens s'asseyent pour trouver une solution. À un certain moment, on a cru qu'il allait y avoir quelque chose. L'État avait parlé de discussions avec les groupes Touareg, mais les discussions n'ont pas marché. L'Algérie avait essayé également de faire quelque chose. Cela n'a pas donné véritablement de résultats. Et comme les accords n'étaient pas allés jusqu'au bout, on était dans un processus, comme je l'ai dit d'habitude, soit on discute, soit on se bat. Il n'y a pas 50 façons de faire. Puisque la discussion n'était plus là. Et il y avait ce départ de la MINUSMA qui créait maintenant un problème concret, parce qu'il y a des bases qui se trouvent dans des zones occupées par les Touaregs qu'il faut récupérer. Mais si la discussion n'a pas abouti, cette présence de l'armée malienne est considérée par les autres comme une occupation. Bon, ce qui n'est pas logique quand même, parce que le Mali est jusqu'à présent un seul pays et l'armée malienne est supposée pouvoir, sur l'ensemble du territoire, s'installer là où elle veut pour la sécurité des populations. Mais c'est le contexte qui crée ce problème et c'est ce contexte, cette situation de crise qui fait qu'on est actuellement presque en situation de guerre entre l'armée malienne et les groupes armés Touareg. Et les groupes armés Touareg d'ailleurs l'ont dit, puisque un de leurs porte-parole a dit qu'eux ils considèrent qu'ils sont actuellement en guerre. Quand quelqu'un dit qu'il est en guerre, l'accord de paix, est-ce que l'accord de paix a encore un sens? La fête est annulée, mais le président Assimi Goïta a instruit le gouvernement d'orienter les ressources financières prévues pour les dites activités à l'assistance aux victimes des actes terroristes et au centre des populations endeuillées. C'est une solution? Une solution? Non. Pour moi, la véritable solution, c'est de pouvoir s'entendre avec les groupes Touareg, puisque eux se reconnaissent quand même maliens sur une bonne partie, à l'exception de ceux dont je parlais qui réclamaient l'indépendance. Je crois que c'est ça qui va être la solution. Parce que si on ne le fait pas, c'est un nouveau front qui s'ouvre pour l'armée malienne. Alors que le front contre les groupes armés terroristes, on a encore du mal au niveau du Mali à résoudre ce problème et ça dure depuis plus d'une dizaine d'années. Est-ce qu'il faut y ajouter un autre front? Maintenant, le fait que ce qui avait été prévu comme budget pour cela, qu'on aille dans le sens d'en faire profiter plutôt les familles et les victimes, je trouve que c'est une très bonne chose. En fait, c'est une façon de montrer que la fête qui devait être faite était une fête pour le Mali. Pour le Mali. Et ce qui avait été prévu pour cette fête, il y a des Maliens qui, de façon circonstancielle, avec ce mois de septembre en particulier, se sont retrouvés dans des conditions difficiles. On va essayer d'utiliser ce qui devait être dépensé dans la fête pour voir comment, dans une certaine mesure, compenser les difficultés au niveau des familles, soit où il y a des blessés, soit où il y a des victimes, soit pour les populations déplacées, parce que sur Tombouctou, il n'y a pas moins de 30 000 personnes qui se sont déplacées, puisque le GSIM en particulier avait dit qu'ils vont venir mettre la zone sous blocus. Certaines populations s'étaient déplacées par anticipation, certaines populations ont même traversé la frontière pour aller en Mauritanie. Donc, c'est une très bonne chose que les moyens qui avaient été prévus soient en quelque sorte redistribués à des populations qui sont en difficulté qui est la cause de l'annulation de la festivité. L'insécurité est grandissante au Mali, certes, mais 63 ans après l'indépendance, comment se retrouve le Mali aujourd'hui? Le Mali était en train de se retrouver d'un point de vue militaire, d'un point de vue sécuritaire, dans une situation qui commençait à s'améliorer. Puisqu'il faut le dire clairement, puisqu'on parle de ces accords de paix, quand le Mali signait les accords de paix, le Mali qui signait ces accords et le Mali d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Cette armée malienne que les groupes Touareg avaient chassée de cette partie n'a plus rien à voir avec l'armée malienne d'aujourd'hui. Donc quand on fait une comparaison, il y a quand même une amélioration qui est là. Maintenant, comme on le dit, cette guerre est une guerre non conventionnelle. C'est une guerre asymétrique. Si les groupes rebelles terroristes devaient faire face à l'armée malienne, la bataille est terminée depuis fort longtemps. Il ne faut pas qu'on oublie que même avec l'intervention française, la France n'a pas vaincu ces groupes. Ces groupes se sont dispersés pour revenir en force. Et c'est ça qui crée la difficulté, c'est ça qui crée la durée également dans ce combat contre ces groupes. Mais on peut dire de façon objective qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits au niveau du Mali, au niveau de l'armée malienne. Maintenant, la grosse difficulté qui va se présenter, c'est que les bases, pour le moment récupérées de la MINUSMA,
pour moi, ce n'est pas les bases où il y a le plus d'enjeux. Les bases où il y a le plus d'enjeux, c'est Tessalit, c'est Aguelok, c'est Kidal. Et le Premier ministre a dit qu'ils vont aller prendre ces bases-là. Je crois que c'est là où il faut faire peut-être plus preuve d'intelligence, de précaution pour éviter d'ouvrir encore un front militaire qui va donner à l'armée malienne trop de choses à faire en même temps. Ces 6 derniers mois, le Mali, en tout cas Bamako, a été en désaccord, notamment avec la CEDEAO, la France. En 2014, bien plus tôt, le Mali a quitté le G5 Sahel, mais est-ce que le pays s'isole un peu? Il est clair que d'un point de vue diplomatique, par rapport à certains pays, le Mali est en train de s'isoler. Mais si vous regardez, pendant la même période, le Mali est en train de s'ouvrir à d'autres pays. La Chine, l'Iran, la Russie, bien sûr, etc. C'est pour dire qu'il y a isolement par rapport à certains pays, il y a isolement par rapport à un certain nombre d'organisations, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, la France, n'en parlons pas, un peu même les États-Unis pour dire les choses comme elles sont, mais en même temps, le Mali est en train de trouver des ouvertures ailleurs, comprenant que s'il fallait s'isoler et vouloir résoudre ce problème-là seul, ça devient beaucoup plus compliqué. De la même manière, à l'échelle sous-régionale, le Mali a essayé de s'approcher de la Guinée, du Burkina. À un certain moment, on parlait de créer une fédération entre les 3 pays qui n'a pas fait long feu parce que la Guinée ne suit pas exactement le rythme du Mali et du Burkina. Bon, actuellement, on parle plutôt de Mali, Burkina, Niger. Bon, attendons de voir ce que ça va donner. Donc, ils ne se sont pas repliés sur eux-mêmes tout simplement. En perdant un certain nombre de partenaires, ils ont essayé également de développer des partenariats avec d'autres pays. Et la lutte contre le terrorisme, en tout cas, était un des arguments forts des militaires actuellement au pouvoir au Mali. Mais quel est le bilan actuel pour eux? Mais le bilan va être difficile pour eux parce que ça commence à durer. Et c'est là où ce n'est pas les militaires, c'est valable pour les politiques. Quand on vient de prendre le pouvoir, il faut savoir se retenir au lieu de faire certaines déclarations. Parce que vous allez faire une déclaration extrêmement forte, vous donnez l'impression aux gens que vous venez régler le problème en un temps, 4 mouvements. Mais 3 ans après, si le problème n'est pas réglé, on se pose des questions. L'autre élément qui va être difficile dans le bilan, la transition malienne a déjà été prolongée. La transition est en train de prendre fin. Si on respecte la feuille de route, en février, il doit y avoir des élections. En mars, la transition doit prendre fin. D'ici mars, il reste combien de mois? Avec cette situation sécuritaire qui se dégrade durant ce mois de septembre, mais est-ce qu'on sera dans la logique de la feuille de route ou est-ce qu'on va être dans la logique sécuritaire? Mais en ce moment, si on fait le bilan sur la base de la transition, sur la base de ce sur quoi le Mali s'était engagé, mais il est clair qu'il y aura des acquis sur le plan militaire, il y aura des acquis sur le plan du combat, mais par rapport à la feuille de route, par rapport au calendrier, il n'y aura pas beaucoup d'acquis. D'ailleurs, vous avez un certain nombre de partis politiques qui commencent à dire oui, il faut que le délai de la transition soit respecté. Un des plus grands souteneurs de la transition, Ben le cerveau, comme on l'appelle, a dit la même chose. Il s'est retrouvé jugé et emprisonné pour 1 an parce qu'il réclame qu'on respecte le délai de la transition, alors que lui, il a mené la lutte pour que la France quitte le Mali, il a mené la lutte pour que la MINUSMA quitte le Mali. Mais ça veut dire que le délai de la transition, quand on fait le bilan, risque d'être un des problèmes qui va être une grosse épine au pied des militaires qui dirigent le Mali actuellement. En clair, donc, d'un point de vue sécurité, la transition a été difficile. Mais la transition a été difficile puisque le problème n'a pas été résolu. Maintenant, le problème, c'est le discours. Il fallait tenir aux gens un discours faisant savoir aux gens que ce n'est pas à la transition de régler ce problème de sécurité. La transition a fait quelque chose en termes d'armement, en termes de formation des militaires, en termes d'achat de matériel aérien, etc. Oui. Et tout le monde a vu que ça permet à l'armée malienne d'avoir des actions fortes sur le terrain. Mais dans l'esprit des gens, la transition vient résoudre ce problème. Et dans le coup d'État, c'est ce qui avait été dit au Burkina, au Mali, il faut régler cette question sécuritaire. Moi, j'ai toujours dit ici, aucune des transitions ne va régler la question sécuritaire. Ils vont jouer leur part, laisser le pouvoir revenir de façon constitutionnelle à la personne qui sera élue par les populations. Et ce combat va tout simplement continuer et prendre fin, Dieu seul sait à quelle date.
Et donc la lutte contre les groupes armés au Sahel, c'est une guerre qui peut encore durer longtemps. Ben, elle va durer puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas des gens qui sont en face qui affrontent nos armées. Si c'était le cas, dans aucun de nos pays, on serait là en train de parler de groupes armés terroristes aujourd'hui. Le problème allait être réglé depuis fort longtemps. Maintenant, sans compter tout ce qu'il y a comme connivence, comme complicité, comme main invisible dans ce conflit, la question géopolitique aujourd'hui qui s'y ajoute avec la Russie qui se bat contre la France et certains pays européens indirectement sur nos espaces, mais ça rend la chose encore beaucoup plus compliquée. Et résoudre le problème devient beaucoup plus difficile parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont là et qui ne fonctionnent pas à visage découvert, alors que vous ne pouvez pas résoudre ce problème sans l'ensemble de ces acteurs. Ça fait qu'il ne faut pas faire croire aux populations que le problème va être résolu tout de suite, mais une chose importante peut être faite, comme au Nigeria, des actions extrêmement fortes pour réduire d'abord de façon forte l'action des groupes armés terroristes et essayer de voir, même si c'est par la négociation, comment faire pour mettre fin à cette situation, parce que moi je suis d'accord qu'on puisse négocier avec ceux-là. D'ailleurs au Mali, toutes les rencontres qui avaient été organisées, les assises nationales et tout, avaient dit que ceux qui sont des Maliens, qu'on puisse discuter avec eux pour trouver une solution. Les gens avaient rejeté, comme j'ai dit, les autres qui ne sont pas Maliens et qui sont concernés, qui ne participent pas à la discussion. Merci beaucoup, Mohamed Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour la suite du programme sur Nihon Info 1.